Ce fut vers cette époque que Quadratus, évêque des chrétiens, m'envoya une apologie de sa foi. J'avais eu pour principe de maintenir envers cette secte la ligne de conduite strictement équitable qui avait été celle de Trajan dans ses meilleurs jours. Je venais de rappeler au gouverneur de province que la protection des lois s'étend à tous les citoyens et que les diffamateurs des chrétiens seraient punis s'ils portaient contre eux des accusations sans preuve. Mais toute tolérance accordée aux fanatiques leur fait croire immédiatement à de la sympathie pour leur cause. J'ai peine à m'imaginer que Quadratus espérait faire de moi un chrétien. Il tint en tout cas à me prouver l'excellence de sa doctrine et surtout son innocuité pour l'État. Je lus son œuvre. J'eus même la curiosité de faire rassembler par Phlégon des renseignements sur la vie du jeune prophète nommé Jésus, qui fonda la secte et mourut victime de l'intolérance juive il y a environ 100 ans. Ce jeune sage semble avoir laissé des préceptes assez semblables à ceux d'Orphée, auxquels ses disciples le comparent parfois. À travers la prose singulièrement plate de Quadratus, je n'étais pas sans goûter le charme attendrissant de ces vertus de gens simples, leur douceur, leur ingénuité, leur attachement les uns aux autres. Tout cela ressemblait fort aux confréries que des esclaves ou des pauvres fondent un peu partout en l'honneur de nos dieux dans les faubourgs populeux des villes. Au sein d'un monde qui, malgré tous nos efforts, reste dur et indifférent aux peines et aux espoirs des hommes, ces petites sociétés d'assistance mutuelle offrent à des malheureux un point d'appui et un réconfort. Mais j'étais sensible aussi à certains dangers. Cette glorification des vertus d'enfants et d'esclaves se faisait aux dépens de qualités plus viriles et plus lucides. Je devinais encore sous cette innocence renfermée et fade la féroce intransigeance du sectaire en présence de formes de vie et de pensées qui ne sont pas les siennes, l'insolent orgueil qui le fait se préférer au reste des hommes et sa vue volontairement encadrée d'œillères. Je me lassais assez vite des arguments captieux de Quadratus et de ses bribes de philosophie maladroitement empruntées aux écrits de nos sages. Chabrias, toujours préoccupé du juste culte à offrir aux dieux, s'inquiétait du progrès de sectes de ce genre dans la populace des grandes villes. Il s'effrayait pour nos vieilles religions qui n'imposent à l'homme le joug d'aucun dogme, se prêtent à des interprétations aussi variées que la nature elle-même, et laissent les cœurs austères s'inventer s'ils le veulent une morale plus haute, sans astreindre les masses à des préceptes trop stricts pour ne pas engendrer aussitôt la contrainte et l'hypocrisie. Arien partageait ses vues. Je passais tout un soir à discuter avec lui l'injonction qui consiste à aimer autrui comme soi-même. Elle est trop contraire à la nature humaine pour être sincèrement obéie par le vulgaire, qui n'aimera jamais que soi, et ne convient nullement au sage qui ne s'aime pas particulièrement soi-même. Sur bien des points d'ailleurs, la pensée de nos philosophes me semblait elle aussi bornée, confuse ou stérile. Les 3/4 de nos exercices intellectuels ne sont plus que broderies sur le vide. Je me demandais si cette vacuité croissante était due à un abaissement de l'intelligence ou à un déclin du caractère. Quoi qu'il en fût, la médiocrité de l'esprit s'accompagnait presque partout d'une étonnante bassesse d'âme. J'avais chargé Hérode Atticus de surveiller la construction d'un réseau d'aqueducs en Troade. Il en profita pour gaspiller honteusement les deniers publics. Appelé à rendre des comptes, il fit répondre avec insolence qu'il était assez riche pour couvrir tous les déficits. Cette richesse même était un scandale. Son père, mort depuis peu, s'était arrangé pour le déshériter discrètement en multipliant les largesses aux citoyens d'Athènes. Hérode refusa tout net d'acquitter les legs paternels. Il en résulta un procès qui dure encore. À Smyrne, Polémon, mon familier de naguère, se permit de jeter à la porte une députation de sénateurs romains qui avaient cru pouvoir tabler sur son hospitalité. Ton père, Antonin, le plus doux des êtres, s'emporta. L'homme d'État et le sophiste finirent par en venir aux mains. Ce pugilat indigne d'un futur empereur l'était plus encore d'un philosophe grec. Favorinus, ce nain avide que j'avais comblé d'argent et d'honneur, colportait partout des mots d'esprit dont je faisais les frais. Les 30 légions auxquelles je commandais étaient, à l'en croire, mes seuls arguments valables dans les joutes philosophiques où j'avais la vanité de me plaire et où il prenait soin de laisser le dernier mot à l'empereur. C'était me taxer à la fois de présomption et de sottise. C'était surtout se targuer d'une étrange lâcheté. Mais les pédants s'irritent toujours qu'on sache aussi bien qu'eux leur étroit métier. Tout servait de prétexte à leurs remarques malignes. J'avais fait mettre au programme des écoles les œuvres trop négligées d'Hésiode et d'Ennius. Ces esprits routiniers me prêtèrent aussitôt l'envie de détrôner Homère et le limpide Virgile que pourtant je citais sans cesse. Il n'y avait rien à faire avec ces gens-là. Ah, rien valait mieux. J'aimais à causer avec lui de toutes choses. Il avait gardé du jeune homme de Bithynie un souvenir ébloui et grave. Je lui savais gré de placer cet amour dont il avait été témoin au rang des grands attachements réciproques d'autrefois.
Nous en parlions de temps à autre, mais bien qu'aucun mensonge ne fût proféré, j'avais parfois l'impression de sentir dans nos paroles une certaine fausseté. La vérité disparaissait sous le sublime. J'étais presque aussi déçue par Cabrias. Il avait eu pour Antinous le dévouement aveugle d'un vieil esclave pour un jeune maître, mais tout occupé du culte du nouveau Dieu, il semblait presque avoir perdu tout souvenir du vivant. Mon noir Euphorion, au moins, avait observé les choses de plus près. Arien et Cabrias m'étaient chers, et je ne me sentais nullement supérieure à ces deux honnêtes gens, mais il me semblait par moments être le seul homme à s'efforcer de garder les yeux ouverts. Oui, Athènes restait belle, et je ne regrettais pas d'avoir imposé à ma vie des disciplines grecques. Tout ce qui en nous est humain, ordonné et lucide nous vient d'elle. Mais il m'arrivait de me dire que le sérieux un peu lourd de Rome, son sens de la continuité, son goût du concret, avait été nécessaire pour transformer en réalité ce qui restait en Grèce une admirable vue de l'esprit, un bel élan de l'âme. Platon avait écrit la République et glorifié l'idée du juste, mais c'est nous qui, instruits par nos propres erreurs, nous efforcions péniblement de faire de l'État une machine apte à servir les hommes et risquant le moins possible de les broyer. Le mot philanthropie est grec, mais c'est le légiste Salvius Julianus et moi qui travaillons à modifier la misérable condition de l'esclave. L'assiduité, la prévoyance, l'application au détail corrigeant l'audace des vues d'ensemble avaient été pour moi des vertus apprises à Rome. Tout au fond de moi-même, il m'arrivait aussi de retrouver les grands paysages mélancoliques de Virgile et ses crépuscules voilés de larmes. Je m'enfonçais plus loin encore. Je rencontrais la brûlante tristesse de l'Espagne et sa violence aride. Je songeais aux gouttes de sang celtes, ibères, puniques peut-être, qui avaient dû s'infiltrer dans les veines des colons romains du municipe d'Italica. Je me souvenais que mon père avait été surnommé l'Africain. La Grèce m'avait aidé à évaluer ces éléments qui n'étaient pas grecs. Il en allait de même d'Antinous. J'avais fait de lui l'image même de ce pays passionné de beauté. C'en serait peut-être le dernier dieu. Et pourtant, la Perse raffinée et la Thrace sauvage s'étaient alliées en Bithynie aux bergers de l'Arcadie antique. Ce profil délicatement arqué rappelait celui des pages d'Osroès. Ce large visage aux pommettes saillantes était celui des cavaliers thraces qui galopent sur les bords du Bosphore et qui éclatent le soir en chants rauques et tristes. Aucune formule n'était assez complète pour tout contenir. Je terminais cette année-là la révision de la Constitution athénienne, commencée beaucoup plus tôt. J'y revenais dans la mesure du possible aux vieilles lois démocratiques de Clisthène. La réduction du nombre des fonctionnaires allégeait les charges de l'État. Je mis obstacle au fermage des impôts, système désastreux, malheureusement encore employé çà et là par les administrations locales. Des fondations universitaires établies vers la même époque aidèrent Athènes à redevenir un centre important d'études. Les amateurs de beauté qui, avant moi, avaient afflué dans cette ville, s'étaient contentés d'admirer ces monuments sans s'inquiéter de la pénurie croissante de ses habitants. J'avais tout fait au contraire pour multiplier les ressources de cette terre pauvre. Un des grands projets de mon règne aboutit peu de temps avant mon départ. L'établissement d'ambassades annuelles, par l'entremise desquelles se traiteraient désormais à Athènes les affaires du monde grec, rendit à cette ville modeste et parfaite son rang de métropole. Ce plan n'avait pris corps qu'après d'épineuses négociations avec les villes jalouses de la suprématie d'Athènes, ou nourrissent contre elles des rancunes séculaires et surannées. Peu à peu toutefois, la raison et l'enthousiasme même l'emportèrent. La première de ces assemblées coïncida avec l'ouverture de l'Olympéion au culte public. Ce temple devenait plus que jamais le symbole d'une Grèce rénovée. On donna à cette occasion au théâtre de Dionysos une série de spectacles particulièrement réussis. J'ai occupé un siège à peine surélevé à côté de celui de l'hiérophante. Le prêtre d'Antinous avait désormais le sien parmi les notables et le clergé. J'avais fait agrandir la scène du théâtre. De nouveaux bas-reliefs l'ornaient. Sur l'un d'eux, mon jeune Bithynien recevait des déesses éleusiaques, une espèce de droit de cité éternelle. J'organisai dans le stade panathénaïque, transformé pour quelques heures en forêt de la fable, une chasse où figurèrent 1 millier de bêtes sauvages, ranimant ainsi pour le bref espace d'une fête la ville agreste et farouche d'Hippolyte, serviteur de Diane et de Thésée, compagnon d'Hercule. Peu de jours plus tard, je quittai Athènes. Je n'y suis pas retourné depuis.